Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format qu'on essaie de tester avec Nicolas, format webinaire, changer un petit peu des podcasts. Ce format, on souhaite le tester pour rester vraiment à jour sur les différentes news IA et data qui arrivent. Ça arrive par vague, ça arrive très vite, ça arrive presque tous les jours. Donc on s'est dit que ce serait vraiment très sympa pour nous d'avoir un moyen de discuter de ces sujets-là en 12-15 minutes et de se faire un petit débrief sur ce qui a pu arriver dans la sphère de l'intelligence artificielle et des produits data en général. Nicolas, bah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hello Alaé, ravi toujours de te revoir pour parler de ces sujets passionnants. Donc, ouais. Super. Eh ben, je sais que tu as préparé pas mal de trucs, pas mal de choses que tu as envie de partager avec la communauté. Exactement. Ouais. Donc, bah, je te propose de prendre la main avec la première partie, avec un segment très intéressant, le Deep Search du mois, Prompt Engineering by Google, un papier qui a été très vastement partagé. Donc peut-être que tu as des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Ouais. En fait, c'est assez passionnant. On voit que ça ne ralentit pas, voire ça accélère. Du coup, l'objet de notre format, c'est effectivement de partager différents insights, différentes publications qui sont intéressantes. Et le premier, comme tu l'as dit, la Deep Search du mois. Donc la Deep Search du mois, pour nous, ce mois-ci, c'est un article qui a fait pas mal de retentissement, qui a été publié sur Kaggle par les chercheurs, en tout cas une partie des équipes de recherche de chez Google Engineering. Donc, il faut savoir que Google a déjà publié il y a 1 an et demi déjà un premier papier sur le prompt engineering. Donc là, c'est un nouveau qui vient de sortir, dédié sur cette thématique. Ils l'ont sorti, en fait, c'est une édition de février. Et c'est un article qui est passionnant parce qu'en fait, ils reviennent sur l'évolution du prompting, sur les différents paramètres. Et surtout, ils évoquent aujourd'hui quels sont les leviers, enfin les modèles de prompt, les types de prompt. Donc, on parle de zero shot, few shot, etc. Types de paramètres qui sont les plus récurrents, en tout cas utilisés par les data scientists pour paramétrer, paramétrer les modèles et les outputs, donc top K, top P. Et puis les techniques avancées qui sont exploitables. Alors ça, c'est intéressant pour plusieurs aspects. Bon, le premier, c'est pour effectivement se rafraîchir sur comment fonctionne un modèle LLM, comment fonctionne la partie prompting de ce modèle, avec aussi tout ce qui va être les prompt systems qui sont dans le bac. Mais surtout, c'est aussi passionnant de voir les best practices que recommande Google. Parce que derrière, c'est comment eux fonctionnent et ce qu'ils recommandent dans leur quotidien. Alors, du coup, il est assez dense, donc vous pouvez le parser, entre guillemets, en tout cas le balayer pour voir les informations qui vous intéressent. Et moi, je vous le recommande énormément parce que c'est la boîte à outils du prompt engineer et la boîte à outils de comment bien prompter et comment comprendre l'interaction à avoir avec un modèle. Voilà, donc ça, c'est la première petite news. Cet article a fait pas mal de bruit et je vous le conseille énormément. Il est sorti il y a moins de 2 mois, là, donc allez-y. Il est Et là, disponible c'est sur un Google. document de Google, hein. C'est Ouais, c'est Google qui est officiellement Google. derrière. En fait, c'est pas officiellement, enfin, c'est branded Google, mais c'est Ok. pas c'est des publications qui sont faites de recherche. Il y en a pas mal qui font sur Kaggle, qui publient sur Kaggle. C'est des équipes de chercheurs. Et il y a des papiers qui sortent aussi sur l'IA en général. Il y a des papiers maintenant qui sortent aussi sur l'Agentic AI, mais vous m'en voyez régulièrement passer. Donc celui-là fait un peu de bruit et je vous le conseille. Voilà. Super. Il y avait d'autres papiers aussi qui sont sortis sur tout ce qui est prompting LLM. Je sais qu'OpenAI aussi, elle était dans le coup. J'ai vu passer quelques papiers que l'on a partagés dans la communauté. Très intéressants, qui sont aussi liés avec toute la sortie de la OpenAI Academy, dans laquelle il y a pas mal de choses très intéressantes sur comment utiliser l'IA, comment mieux prompter, comment voilà, sur des choses vraiment intéressantes. Exactement. Ouais. Deuxième petite news, j'embraye. Tu me dis, Vas-y. alors ce format, on le veut aussi vraiment un peu straight to the point. Le deuxième news que je voulais vous partager, c'est en fait quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. On va pas dire toutes ces dernières semaines, mais ces dernières semaines, une startup, en tout cas on va l'appeler la startup du mois, qui est SSI. Alors SSI, Et c'est c'est Safe Super Intelligence. Donc comment dire, derrière le brouillard, qui veulent pas révéler vraiment leurs produits. Et cette startup, en fait, elle a été fondée par un ex d'OpenAI.
et un ex d'OpenAI et un ex de Google aussi. L'idée, c'est, créer un OS complet qui permet d'embarquer, l'intelligence artificielle et la GenIA. Donc on est vraiment proche de la super intelligence et voilà le modèle parfait, en tout cas l'intelligence artificielle qui supplanterait, potentiellement l'humain. Donc on a très peu d'informations sur ce qu'est le produit. D'ailleurs, c'est assez décrié, hein, parce qu'on sait très peu de choses sur, ce que se cache derrière ce produit, ce que fait vraiment cette startup. Ce qu'on sait, c'est que, elle se veut super native. Donc on est vraiment proche de l'agent, ultime, qui en fait, c'est un OS en tant que tel et auquel vous parleriez directement, qui ferait des actions. Alors elle a quand même, levé, si je dis pas de bêtises, en remontant l'article, voilà, il y a une valorisation justement qui a fait un peu de bruit, ces dernières semaines. En fait, elle est valorisée à 32 milliards et elles ont levé 2 milliards les dernières semaines, il me semble. C'était début effectivement, début avril et en fait, pourquoi c'est important? 32 milliards, en fait, ça représente 10 de la valorisation d'OpenAI aujourd'hui. Donc en fait, OpenAI, c'est 300 milliards, mais là, cette société avec des anciens Google et des anciens OpenAI, c'est déjà 32 milliards de valorisation sans qu'il y ait un produit go to market. Donc extrêmement intéressant. Vous pouvez aller sur leur site qui est SSI.inc. Vous allez voir, il y a rien. Il y a juste un manifesto qui décrit ce qu'est la vision de cette société, demain. Vraiment assez. Sur les startups, pas forcément. Moi, c'était plutôt un cours, un webinar qui a été fait par Stanford, donc par un universitaire de chez Stanford sur l'IA agentique. Un très très bon webinar. Donc on partagera le lien bien sûr qui est disponible sur YouTube. Mais donc effectivement que j'avais bien pris le temps de regarder et qui est très intéressant puisqu'il explique cette progression entre les l'IA en modèle génératif de langage à des modèles d'agents donc qui sont autonomes dans des environnements et auxquels on pourra faire donc des choses plus intéressantes. Peut-être le webinar de la semaine, c'est le webinar de Stanford euh, Agentic AI. Cool, cool, cool. Ça fait beaucoup de choses à lire. N'oubliez pas, gardez vos nuits quand même pour vous. Effectivement, c'est un point qui est intéressant et c'est aussi qu'on avait partagé. Je pense qu'on peut euh, je sais pas si on l'a sous la main pour le mettre à l'écran. Et c'était les core skills à 2030 qu'il faudra absolument avoir en fait si on a envie de garder le cap. Et bien sûr, l'IA et la big data sont dedans. Donc ça, c'était le World Economic Forum qui l'avait partagé. Donc les skills qui étaient demandés, donc c'était l'IA et la big data, donc qui sont vraiment au top et qui sont vraiment attendus. Partage Tout ce qui vraiment. est technological literacy, bien sûr, et avoir une culture technologie. Et juste derrière, on avait le Curiosity and Lifelong Learning. Donc la curiosité et apprendre à l'apprentissage, ça c'est vraiment quelque chose qui va énormément rester, qui est très attendu en 2030. Le Creative Thinking, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avec les différents LLM, il y a beaucoup de choses qui sont générées par l'IA, mais les personnes qui sont créatives, elles pourront toujours voilà faire créer une différence et une différenciation par rapport aux outputs de l'IA. Et le troisième point qui était très intéressant, qui est la résilience, la flexibilité et l'agilité. Mmh. Donc voilà, donc il y a des core skills, des hard skills, des soft skills qu'il faut maintenir, garder en tête pour On voulait vous partager aussi, une solution, un produit qui est celui-ci qui existe, hein, en tout cas qui est visible sur le marché, et une startup qui s'appelle Graphy. Alors Graphy, en fait, c'est hyper intéressant. On a de plus en plus, de sociétés qui se positionnent là-dessus. Permet de traiter la partie, génération de contenu, mais aussi de plus en plus avec des pipelines et l'approche agentique, d'avoir une partie reasoning qui permet d'interpréter, potentiellement des queries Excel, SQL, en tout cas des fichiers Excel et des queries SQL et d'aller générer les visuels ou templates qui vont avec. Et en fait, il y a plusieurs sociétés, qui commencent à se positionner là-dessus, plutôt des startups early stage. Ça commence à rentrer dans les stacks et on voit, par exemple, que Claude permet de générer des graphiques, pas que Claude.
ChatGPT l'embarque, il y a pas mal de solutions qui permettent de le générer. Et on a cette société que je trouve vachement intéressante, qui est Graphy. Alors Graphy, historiquement, ils font pas que de la génération de charts. Enfin, ils font de la génération de charts. Et ils ont lancé un nouveau produit qui est de l'IA générative basée sur des fichiers structurés qui vous permettent de générer directement des charts. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Tout simplement pourquoi? Parce que, c'est un vrai challenge, d'avoir, ça là, je suis totalement d'accord avec moi, d'avoir, des datas structurées qui savent raconter une bonne histoire et qui, du coup, expliquent bien, des concepts, qui peuvent être, complexes en termes, de structure d'information et de structure de données. Et là où je trouve, Graphy, trouve bien sa place, c'est mêler à la fois, quelque chose, de très IA générative où je mets une query et je génère le chart avec, le bon design et le bon storytelling, en tout cas les bons éléments graphiques qui vont bien. Et ça, c'est pas toujours le cas aujourd'hui avec, si vous testez Claude et si vous testez ChatGPT, les outputs en termes graphiques sont très statiques et manquent, d'interaction ou sont vraiment, graphiquement assez limités. Donc voilà, je vous invite à le tester. Le produit, moi, j'ai testé sur différents fichiers. C'est à améliorer encore, je dirais, mais c'est une bonne piste. Il y a d'autres sociétés qui existent sur le marché. Il y a Julia ou Julio, je ne sais plus le nom, qui fait aussi des charts de ce type. Mais wait and see, et je vous invite vraiment à suivre ces nouvelles sociétés qui se lancent, dont Graphy, là, avec son nouveau produit autour de, autour de l'IA générative et du data analysis. Ouais, c'est très intéressant avec des visualisations qui sont plutôt sympas. Après à voir effectivement en termes de dashboarding, est-ce que voilà, avec le temps, il y a moyen de se créer un dashboard. Je sais pas si en le testant, tu as pu quand même te créer un écran avec plusieurs graphes sur la même page, de faire un peu de storytelling ou c'est En que fait, du one shot? ouais, c'est un peu la limite, je pense, de l'outil. En fait, je le décompose un peu en 3. Il y a déjà 1, l'interprétation de ton fichier, 2, le Ok. découpage en query, 3, la génération du chart. Mais en fait, ça ne te génère pas un dashboard complet que tu pourrais faire sous Looker ou sous Power BI où tu pourrais avoir différents charts et potentiellement nommer des titles. Donc aujourd'hui, ça te génère un chart. Après, rien n'empêche, je pense que c'est l'évolution certainement de leur produit, de se dire d'intégrer tout ce que tu as généré dans un même dashboard pour avoir plusieurs, charts, Hmm. possibles. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus ou moins bien taclé, donc ça nécessiterait plein de tests et cetera, mais plus ou moins bien taclé la première partie qui est le processing du fichier et la transformation, Hmm. de ton prompt en query pour, faire une analyse, derrière. Et ça, je pense, c'est un des gros challenges, que, bah, beaucoup de gens ont, c'est comment, de mes datas, j'arrive à un visuel, qui donne un insight, quelque chose d'intéressant à partager. Tout un métier. Ouais, Toute une équipe des fois hein, une toute une pour équipe. faire ça. Tu veux que j'embraye? Je peux, ouais. Allons-y, let's go. Allez, allez, on continue. Prochaine news qu'on avait. C'est, la news business, celle qui se veut un peu plus, insider à propos du ROI de marché. Alors, celle qui m'a particulièrement intéressé ces dernières semaines, c'est Wells Fargo et son utilisation de l'IA générative. Alors Wells Fargo, je pense que vous connaissez tous, hein, très gros, acteur américain, voilà, des banques, des assurances. Et en fait, ils ont fait un test très intéressant, avec un assistant d'IA, je dirais boosté à l'IA générative. Alors, premièrement, bah, ils ont réussi, tout simplement, à le faire en interne de leur côté. Donc aucune donnée n'a été directement transmise via API vers l'externe. Donc c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leurs propres instances, de modèles. Donc ça, c'est déjà un premier chemin, technique, qui est pas toujours évident et qu'ils ont réussi à faire. Le deuxième, en fait, c'est qu'ils ont couvert un champ très varié d'interactions clients. Donc vous savez, l'interaction client en termes de touch point, plus particulièrement, dans les engagements autour des assistants, ça peut être varié, hein. Vous pouvez très bien contacter, l'assistance, de votre banque, pour juste avoir, une information, un document, jusqu'à une procédure de voilà, de résiliation et «J'ai perdu ma carte, au secours». Et en fait, là, ils l'ont couvert sur plein de périmètres. Donc ils l'ont testé, depuis 2023. FAQ, litige, relevé, opération. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été «victimes» entre guillemets de leur succès. Donc ils sont passés d'un nombre d'interactions qui était, je crois 23 millions si je dis pas de bêtises, c'est dans voilà 21 millions à plus de 240 millions d'interactions. Et ça, je trouve ça extrêmement, génial parce que ça démontre, un boost de l'engagement et de l'interaction qu'on peut avoir avec ses clients, d'une première part, d'un premier point.
Et le deuxième que je trouve assez intéressant aussi, c'est que le nombre d'engagements que vous pouvez avoir et le nombre de points, c'est démultiplié et potentiellement les coûts que vous pouvez avoir derrière. Donc, c'est pas oublier que l'IA générative, ça peut multiplier le nombre de touchpoints, mais multiplier aussi le volume que vous allez avoir. Donc, n'oubliez pas, si vous lancez un produit, de penser aussi à l'aspect FinOps, c'est-à-dire le coût que ça peut avoir derrière, mais lié au ROI que ça vous apporte. Et là, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ils ont fait de l'IA générative un nouveau canal marketing pour eux. Ces interactions, cet assistant type, bah, c'est devenu un canal marketing avec son propre ROI et son propre modèle économique derrière. Donc un article passionnant qui explique comment ils l'ont fait, ce qu'ils en ont fait, la partie technique. Vous pouvez aller voir sur Emrys, qui est un Substack d'une personne de la tech qui est passionnant. Il y a pas mal d'articles en ligne qui sont pariés autour de cette story. Moi, je vous invite vraiment à creuser si vous travaillez en plus dans le secteur un peu financier. C'est extrêmement intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec. Voilà, c'était la news un peu plus business. Super. Super top. De mon côté, celle qui m'a vraiment marqué dernièrement, et je pense que je te l'avais partagé aussi, c'est le fameux article de Gable, de Chad Sanderson, que je trouve que c'est plus qu'un article, comme le nom l'indique, c'est presque un manifeste. Mm. Et l'idée, en fait, derrière cet article-là, c'est toute cette idée du shift left. Alors, c'est une idée qui est très répandue hein, au sein du software, qui est bien connue chez les agilistes, mais de se dire, euh, on a la possibilité avant en fait pour lancer un produit, pour faire du delivery, on n'avait pas cette notion d'itération et on devait en fait à chaque fois commencer à faire nos spécifications fonctionnelles, puis faire nos développements, puis faire notre testing, puis faire les tests d'acceptance, puis faire et le PV de recette, etc. Et donc ça Waterfall. faisait voilà, c'était du waterfall. Et donc le shift left a permis qu'au sein d'une seule et même itération, on puisse faire toutes ces différentes étapes de manière concomitante et simultanée. Et bien sûr, la CI/CD et le DevOps est venu cette approche. Et aujourd'hui, toutes les boîtes qui vont très vite ont des pipelines et des plateformes qui leur permettent de faire ça avec de la donnée. Et donc l'idée, c'est de prendre cette idée et donc de l'appliquer à de la donnée. Donc là, c'est Chad Sanderson, donc qui est l'un des fondateurs de Gable, qui est une boîte de data, va écrire un article, mais c'est plus un manifeste plutôt qu'un article, Mm. dans lequel en fait il va vraiment expliquer vraiment en détail la différence donc entre le data management et le software engineering. Il va expliquer comment ça va être très important en fait d'aller de plus en plus vers cette notion-là, d'utiliser en fait la data comme donc d'aller vraiment en fait dans cette notion de vraiment être maître de sa donnée, de pousser la gouvernance de la donnée, d'avoir une meilleure qualité de la donnée, etc. Et donc là, c'est vraiment un article qui est très intéressant, il est très lent. Il y a pas mal de lois qui sont assez connues, comme la Conway's Law. Il y a plein d'éléments, plein d'idées très intéressantes dessus. Et pour moi, c'est vraiment, on est beaucoup plus dans une notion de manifeste plutôt que d'un simple article. Et je trouve ça vraiment super intéressant puisque on voit en fait l'accélération de toute la partie IA, des choses que l'on peut faire avec les LLM, avec les agents, etc. Et il y a cette notion-là qui est derrière, qui est le moteur en fait des LLM, ben, c'est la donnée. Et plus en fait on va arriver à faire des choses intéressantes avec la donnée, plus le moteur il va être intéressant pour pouvoir développer des choses en fait derrière avec les IA. Donc voilà, donc article très intéressant qu'on va partager aussi, c'est le Shift Left pardon, Data Manifest. Et tout votre dashboard, finalement, c'est pas un aspect différenciant en soi parce que vous pouvez très vite être rattrapé. J'aime beaucoup ce qu'il a dit, hem, c'est la capacité de votre architecture à aller vite. Et ce que tu disais au début sur l'aspect CI/CD, continuous development. Ce que j'ai beaucoup aimé dans son article qui rejoint le manifesto que tu évoques, très certainement, c'est l'aspect différenciant de demain, c'est pas vous avoir un dashboard ou une bonne UX, mais c'est d'avoir l'architecture à la fois native et modulaire pour très vite basculer sur plein d'expériences en fonte. Deuxième part, c'est la partie analytics que vous pouvez avoir aujourd'hui. Bah, c'est être capable de répliquer des dashboards, les démultiplier sans cesse
très rapidement, sans avoir à chaque fois à redévelopper, comme tu l'évoquais, le cycle waterfall, hein. On a réussi à récupérer les données, on a réussi à créer un dataset, on a réussi à valider ça, on a réussi à faire un dashboard et hop, on le lance. Parce que ce cycle-là, c'est un cycle très consommateur et probablement, les sociétés de demain, celles qui sont ultra compétitives, c'est qu'elles sont capables de faire ça en presque one click, pour se différencier et pour aller beaucoup plus vite. Extrêmement Absolument. intéressant. Et tu ne penses pas si bien dire, mon cher Nicolas, parce qu'effectivement, dans sa Conway's Law, et donc la loi de Conway, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est que une organisation, on va observer qu'elle va avoir à peu près le même design dans son système, qui va être le miroir de sa structure de communication. Mmh. Donc, si une organisation, on va dire, elle est composée de trois personnes, on va voir peut-être qu'il va y avoir trois briques majeures en fait dans sa stack. Et il va aller comme ça pour décomposer l'aspect monolithique des choses. Il va parler aussi des API et il va vraiment en fait pousser cette réflexion de se dire effectivement, c'est aussi une question d'architecture, d'avoir en fait des composants qui sont couplés de manière agile et légère plutôt que d'avoir des monolithes. Et ça, c'est très très intéressant. Mmh. Bah oui, clairement. D'IA, donc d'IA en plus probablement d'IA générative, donc autour de ChatGPT, enfin d'OpenIA, de Gemini, et cetera, représenterait déjà plus de 50 de la bande passante, de Wikipédia, de Wikimedia. En fait, c'est assez intéressant. Il y a le sujet de l'audience en ligne et des visites, proprement parler de la bande passante sur internet. On dit que c'est entre un tiers, voire 50 du trafic global mondial qui est fait par des bots. Et là, en fait, disait, ce qu'analysait Wikipédia, enfin les équipes de Wikimedia, du coup, c'est que, cette bande passante, elle a augmenté en fait, de manière exponentielle là, sur la plateforme de Wikipédia. Alors en soi, ça prête à sourire parce qu'on se dit, du coup, les visites, une bonne partie des visites finalement, c'est que des bots. Mais ça veut dire quelque chose aussi, ça veut dire que tout Wikipédia se fait aspirer, hein. Tout Wikipédia se fait aspirer pour générer des contenus LLM. Alors ça coûte, du coup, une explosion, économique, pour, liée, au CDN, à la partie infrastructure de Wikipédia pour soutenir, cette aspiration et puis des enjeux profonds d'éthique, hein, derrière, encore une fois, hein. Qui, est owner de ces contenus, propriétaire de ces contenus et qui paie la facture, hein, aussi de l'énergie consommée pour Wikipédia, pour maintenir tout ça. Ça revient un peu au débat qu'on avait sur la neutralité du net il y a quelques années, hein, qui était le sujet: qui est l'émetteur de la facture, les gens qui consomment ou les gens qui produisent les infrastructures? Là, c'est un peu pareil autour des données. Qui produit les données et qui les consomme? Les consommateurs étant les modèles d'LLM, les producteurs étant les plateformes de contenu comme le peut l'être Wikipédia. Et en fait, c'est gratuit, mais les IA, enfin Wikipédia est gratuit, mais les IA en profitent énormément sans retour. Donc c'est aussi déjà le cas pour tous les opérateurs médias et là aussi Wikipédia, on est l'un des services impactés. Donc voilà, et extrêmement intéressant je trouve. C'est un peu le sujet de fond, enfin la partie cachée de l'iceberg autour des modèles, qui qui est derrière des enjeux, éthiques et financiers, et on n'est pas à l'abri d'avoir une régulation, il y a ce qui a déjà fait débat. Il y a eu des accords aux États-Unis entre OpenIA, différents médias. Il y en a eu aussi en Europe, il me semble. Donc c'est que le début du sujet. Il y a déjà eu pas mal de débats, mais on attend impatiemment que nos politiques se positionnent, là-dessus et que peut-être, il y ait une régulation qui s'opère, en tout cas une contrepartie financière plus importante, heu, pour les acteurs, des médias, notamment sur les coûts qui sont impactés pour eux. Voilà, c'était ma dernière news de cette session aujourd'hui et puis je te laisse. Je crois que tu as une dernière news, peut-être à aller Oui. Alors moi j'en ai deux. J'en ai vu deux passer qui étaient très drôles.
Alors la première qui est que OpenAI perd à peu près, je crois, 60 millions de dollars à chaque fois qu'un utilisateur utilise le mot merci ou bonjour, à chaque fois qu'il parle avec ChatGPT, et OK. que ça consomme énormément d'énergie. Donc ça, c'était la première qui était très drôle. Et la seconde, celle que j'ai vue passer, qui m'a fait pas mal sourire, et c'est un sujet dont on discutait aussi, je l'ai vu passer sur Perplexity. Je trouve leur fil d'information très intéressant. C'est cet étudiant de Columbia, donc qui est une université aux États-Unis, bah, qui a créé un outil d'aide à l'entretien. L'étudiant s'appelle Chunjin Lee. Il- Avec son outil, il est en train de lever 5 millions de dollars pour sa startup. L'outil, en fait, comment ça a commencé, c'est qu'il s'est entraîné pendant plusieurs heures à construire en fait à faire en fait du code pour pouvoir se préparer donc sur LeetCode. Donc le gars, il a passé 600 heures, tu vois, à s'entraîner. Et bah, il s'est senti épuisé à un moment donné, donc il s'est dit pourquoi pas créer un petit outil pour pouvoir m'aider à faire ça de manière plus simple. Et le gars, il a réussi en fait à obtenir des offres de stage chez Amazon, chez Tous les rounds TikTok. il a fait tous les rounds et il a eu c'est bon, on voit souvent les trucs en live de conversation avec, des IAGN, mais là, OK. Ouais, Et du coup, c'est un exactement. outil qui permettait de coder, c'est ça? C'est ça. Et en plus, tout en étant indétectable lors du partage d'écran. Et s'il le faisait passer sur Zoom et sur Google Meet, impossible de le faire, de le détecter. Que l'outil qui coûte apparemment donc 60 dollars par mois, donc il devait générer un chiffre d'affaires récurrent annuel d'1 million de dollars d'ici à la mi-mai 2025. Et je trouve que c'est quand même incroyable comme idée. Donc ça, c'est la photo du gars, tu vois, dans sa bedroom dans l'université de Columbia, et son truc. Et aujourd'hui, il va lever 5 millions de dollars. Alors maintenant, il se dit qu'il y a peut-être moyen de ne pas juste tricher à ses entretiens, mais de tricher à plein d'autres choses. Donc il est en train de développer son business model Oui, le poker, sur... tout ce qui est les jeux en payant en ligne, à mon avis. Exactement. Mais après, c'est controversé parce qu'il lève de l'argent sur un produit qui, respecte pas potentiellement, d'un point de vue éthique. Donc voilà, donc je pense qu'il a été expulsé de Columbia, mais bon, il a été expulsé, mais il a réussi quand même à faire un cas d'usage, je pense qu'il va le mettre directement dans le business et qui va lui permettre d'être dans l'action beaucoup plus rapidement que s'il avait, je pense, suivi le cursus jusqu'au bout de l'université avec la dette qu'il aurait eue à la fin. Donc là, il se retrouve quand même avec une startup qui a levé 5 millions. C'est mieux que d'être endetté de plusieurs milliers de dollars à la fin de son parcours Mmh. universitaire. Oui, il peut Donc, probablement la revendre ou un acteur qui serait intéressé pour le exactement. Donc pour moi, franchement, c'est très bien. Je trouve que c'est super bien en fait de pouvoir tester des choses comme ça. C'est un peu le papier que tu sais que j'avais partagé, une sorte d'infographie mmh. où on se disait qu'on allait regarder à cette période et se dire que c'était la ruée vers l'or, et que bah, effectivement aujourd'hui bah, les éléments pour creuser, ou bah, c'est plus les prompts, c'est les agents IA. Aujourd'hui, l'or, bah, c'est l'attention, la data et la distribution, ce dont on parlait. Là, le gars, tu vois, les outlaws, c'est les folk scraping sites, tu vois, c'est les gars qui sont en train de scraper Wikimedia, qui essayent C'est ce qu'il de a fait, créer ouais. des... C'est ce qu'il a fait, le gars. Par contre, il s'est fait avoir par d'autres chéris. Bah, oui, d'ailleurs, il s'est fait avoir comment? Bah, en fait, il a communiqué, il a montré ce qu'il faisait. Exactement, Donc c'est un white hat, un hacker. c'est ça. En tout cas, on peut dire, comme le dit Google: «Don't be evil». Le crime ne paie pas. Exactement. Mais il faut tester des choses. Faut vraiment jouer avec ces éléments. Je pense que personne ne sait véritablement ce qu'on peut vraiment faire. Enfin, vraiment, l'horizon est vraiment ouvert pour toutes ces choses-là. Donc, faut vraiment les tester. S'il y a des personnes qui arrivent, tu vois, comme la nana qui a créé ChatPRD, qui a mis des API de ChatGPT, et qui aujourd'hui a ChatPRD qui permet de faire des Product Requirement Documents très Mmh. rapidement. Et de faciliter la vie au product manager, faut y aller, faut le faire. Faut pas hésiter. OK, bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Bah, allez, je te Ben remercie, ouais, c'était encore une fois très passionnant. très sympa. Je pense qu'on se donne, très vite rendez-vous. N'hésitez pas à nous donner vos retours, vos feedbacks sur ce premier format.
On les prendra avec, bien sûr grand plaisir et puis on se Ouais, donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition, de ce format, pour repartager des news, on l'espère croustillantes et et passionnantes, voilà, autour de l'IA générative et du produit. carrément. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Nicolas. Très bonne Je te souhaite une très semaine. bonne journée. Bye À bye. bientôt. Salut. Ciao.